Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici en direct depuis la homepage du Figaro, dans les studios télé du Figaro, Figaro Imo, pour cette 22e émission des Clés de l'Imo. Les Clés de l'Imo, c'est un rendez-vous régulier tous les vendredis ici pour vous rendre service. Vous qui avez un projet d'achat, de vente, vous voulez investir, vous voulez construire, vous voulez acheter une maison ou un appartement, eh bien, c'est notre credo. Chaque semaine, vous rendre service avec un expert ici en plateau. Alors, on a évoqué récemment l'international, on a parlé d'achat-vente. Aujourd'hui, on va parler de financement, on va parler de taux de crédit, on va parler d'emprunt, de garantie, d'assurance avec un invité, un spécialiste. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Cécile Rocklor, notre invitée. Cécile, c'est la deuxième fois, la venue. Deuxième qui était venue en deuxième position. Alors Cécile, porte-parole d'Empruntis, tout d'abord Empruntis en quelques mots. Alors Empruntis a été créé en 2000, c'est un courtier en crédit, immobilier, crédit à la consommation et regroupement de créances. On accompagne les ménages dans leur recherche de financement pour leur trouver le meilleur crédit, aux meilleures conditions, au travers de nos 140 agences situées partout en France, mais aussi de nos courtiers digitaux qui sont situés en Ile-de-France. D'accord, donc Cécile, on va répondre de façon très précise, très concise comme toujours. Beaucoup de questions, merci à vous les internautes, on a reçu près d'une 50aine de questions, on est là jusqu'à 13h30, n'hésitez pas, si vous voulez nous interpeller, nous relancer ou même compléter des réponses, eh bien, n'hésitez pas, on est là en tout cas pour ça. On commence tout de suite, première question de Naomi, alors une question un peu d'actualité, les taux de crédit ont un peu augmenté en février, cela va-t-il continuer et jusqu'où, ces fameux taux d'intérêt qui sont très bas? Alors, ils ont vraiment très peu bougé depuis le début de l'année. On est dans des conditions quasi historiques, puisque si on reprend le plancher historique qu'on avait connu à l'automne 2016, sur les taux moyens, on est partout en dessous, sauf sur le 20 ans où on a retrouvé le même niveau. Et puis sur les taux mini, donc ceux qui sont réservés aux meilleurs profils, on est sur les durées courtes en dessous et sur les durées longues au même niveau à peu près. Donc on a des conditions qui sont effectivement historiques, qui vont vous aider à accomplir votre projet. Combien de temps ça va durer? Alors c'est toujours très difficile de savoir combien de temps les taux de crédit. Alors juste pour préciser, on est quoi, 50 à peu près, alors, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans alors à peu si près. On prend 15 et 20 qui sont les durées les plus attendues par les emprunteurs, sur 15 ans vous allez être entre 1,10 et 1,35 et sur 20 ans vous allez être entre 1,25 et 1,60 en fonction du profil, niveau de revenu, type de financement. Hors assurance ou pas? Toujours hors assurance, parce que l'assurance c'est vraiment en fonction de votre situation personnelle qu'on va regarder la tarification. Donc effectivement vous avez des taux qui sont extrêmement bas. Combien de temps ça va durer, c'est toujours très difficile à dire parce que ça dépend de chaque banque. Chacune est indépendante dans la fixation de ses taux de crédit. Globalement, aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ça monte. Il y a des variations, des banques qui vont monter un petit peu, descendre un petit peu, mais vous allez conserver le même pouvoir d'achat en matière de financement, normalement, toute l'année. Donc, on peut juste rajouter, on était quoi, 3,22 ou 3,20 en 2012. Donc alors, effectivement, il y a 4-5 ans, c'était quasiment le double des taux de crédit d'aujourd'hui. Et donc, ça n'a quasiment pas bougé depuis un an, Cécile. Oui, les taux sont vraiment très intéressants. Alors, ça ne veut pas dire que les prix sont bas, en tout cas, les taux sont bas. Selon vous, donc, ça va rester comme ça, une remontée, quoi. On va être à 1,70, 1,80 fin d'année 2019. Oui, il faut prendre des risques, il faut ici dire à combien. Alors oui, clairement, non. On ne devrait pas bouger de beaucoup, 10 ou 15 centimes, vous avez raison. Ce qui est difficile de savoir, c'est comment va se passer le premier semestre, puisqu'en fait, les banques, elles fixent leur taux de crédit en fonction de leur volonté de vous conquérir, de gagner votre dossier de crédit. Donc du coup, si elles font un très bon premier semestre, elles vont avoir tendance à remonter un petit peu, c'est 10 ou 15 centimes, mais qui n'ont pas énormément d'impact sur votre pouvoir d'achat, il faut vous rassurer, ce n'est pas des hausses majeures. Et puis si elles sont en retard sur les objectifs, ce qui arrive très régulièrement ces dernières années, elles continueront à être offensives, voire même elles baisseront encore un petit peu leur taux. Donc il y a de belles perspectives en matière de taux, mais vous avez raison de le préciser, il n'y a pas que le taux de crédit, il y a aussi les prix de l'immobilier. Eh oui, mais en tout cas, les taux, donc, selon vous, Cécile Rocklor, vont rester bas tout au long de l'année. Petite, très légère remontée d'ici la fin de l'année, peut-être à partir du second semestre, mais ça va rester attractif. Donc, évidemment, il faut en profiter. Alors, question suivante, c'est Mireille. Mireille nous dit « J'habite Belfort et ma conseillère financière me dit que dans le calcul d'emprunt pour notre projet de crédit immobilier, il faut intégrer le nouveau calcul de l'impôt à la source. Ça fait moins pour emprunter, ça fait moins comme apport. Est-ce que c'est légal et faut-il voir directement avec un courtier ?»
Alors, c'est une très bonne question, Mireille. Beaucoup d'emprunteurs aujourd'hui se posent la question de l'impact du prélèvement à la source. Il faut que vous soyez rassurés. Alors, je ne sais pas quels sont exactement les propos que vous a tenus votre conseillère, mais le prélèvement à la source, il a effectivement un impact sur le net que vous percevez, mais le banquier va s'appuyer sur le net avant impôt pour calculer votre taux d'endettement. Donc, pas d'impact sur votre capacité d'achat. Là où ça va jouer, c'est sur le reste à vivre. Les banques avaient des méthodes différentes pour regarder ce qui doit vous rester au-delà du taux d'endettement. Les fameux 33%. Ça, c'est le taux d'endettement. Oui, pardon, sur le taux d'endettement. Oui, le reste à vivre, c'est chaque banque a son critère pour dire combien il doit vous rester après le paiement crédit, loyer, impôt. Et donc là, ça peut un peu jouer. Il y a des banques qui vont peut-être ajuster un peu le tir, mais donc ça ne change rien à votre capacité d'emprunt. Ça ne change rien à l'apport nécessaire. Le banquier doit prendre en considération le net avant impôt pour calculer votre capacité d'emprunt. Donc pas de stress. Et effectivement, si vous vous inquiétez, la meilleure façon d'en être sûr, c'est de faire appel à un courtier qui va vous dire effectivement comment c'est calculé et quelles sont les banques qui vous seront le plus favorables. Très bien. Question suivante. Alors, c'est Esteban. Les prix vont-ils continuer d'augmenter dans les grandes villes? Nous avons un projet à Toulouse, mais c'est encore cher. Faut-il attendre la fin de l'année pour que les prix descendent? Alors Esteban, c'est une très bonne question. Alors je ne suis pas agent immobilier. Effectivement, les prix sur Toulouse ont beaucoup monté. Sur l'année dernière, ils ont pris 5%. On est a priori sur une stabilisation sur ce début d'année. La vraie question, c'est quel est le ressort que vous attendez des prix? Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que votre capacité d'emprunt est trop limitée au vu des prix? Et là, je vous invite aussi à consulter un professionnel du crédit qui va peut-être vous orienter sur des prêts aidés qui vont vous permettre d'augmenter votre capacité d'achat. Et ça sera vraiment un très bon levier. Vous avez le prêt Action Logement si vous êtes salarié du privé, le prêt à taux zéro. Il y a toute une panoplie d'aides aussi qui peuvent être données par les communautés d'agglomération. Donc renseignez-vous bien. Et puis si c'est une problématique de principe que vous trouvez qu'aujourd'hui les prix de l'immobilier sont très chers, là il faut plutôt aller chercher un calcul financier pour voir quel est le bon moment pour faire de la rentabilité. Mais quand on achète sa résidence principale, on regarde d'abord ce dont on a besoin et si on peut se le payer. Oui, tout à fait. On peut juste rajouter qu'effectivement, à Toulouse, alors c'est en train un petit peu de se stabiliser par rapport à des villes où les prix ont flambé comme Bordeaux, Lyon et Paris, on en a parlé beaucoup, notamment l'année dernière. Toulouse, en tout cas les prix à Toulouse, a priori, c'est toujours une tendance et des moyennes ne devraient pas baisser. N'attendez peut-être pas la fin de l'année. Voilà, en tout cas le conseil pour Toulouse, on est à 2700 € par mètre carré en moyenne à Toulouse. Il faut voir notamment par rapport à Bordeaux. Bordeaux qui a beaucoup pris, on est monté à 4300 € par mètre carré en moyenne à Bordeaux. Bordeaux qui a pris plus de 10% encore cette année. Et voilà, on voit Toulouse, en tout cas c'est une ville aussi qui est régulièrement en tête des classements des villes où il fait bon vivre, où il fait bon investir. Donc voilà, en tout cas Toulouse, c'est une ville très recherchée. Très recherchée, c'est une ville à suivre. Question de Stéphane. J'ai une situation dans le domaine du cinéma. Je suis assistant de production, mais les tournages sont irréguliers. Mon ami est en CDD à Radio France, nous n'avons pas d'apport personnel, mais gagnons en moyenne 5 000 € par mois. Nous en avons assez de la location, nous souhaitons acheter. On nous dit que sans apport, c'est impossible. Est-ce que c'est exact? Alors, question qui revient très souvent. Oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on parle déjà de du premier élément que vous mentionnez, c'est le statut dans l'emploi. Aujourd'hui, quasiment 9 emplois sur 10 créés sont des statuts précaires de CDD, d'intérim. Donc effectivement, c'est un problème qui concerne beaucoup de Français. Et ça c'est le premier élément à regarder dans votre dossier. Si effectivement, vous êtes tous les deux avec des statuts précaires, c'est vrai que ça va être plus compliqué de trouver un financement, tout simplement parce que pour les banques, le CDI reste le Graal pour entrer au crédit immobilier, tout simplement parce que ça assure à la banque un minimum de pérennité dans vos revenus. C'est moins de risques. Exactement. Bon, Donc le premier élément à regarder, c'est qu'il va falloir faire un peu d'historique. Le banquier va vous demander 3 ans d'historique de revenus pour voir si effectivement votre situation est stable, si vos revenus sont suffisamment réguliers et plutôt en évolution positive, parce que si effectivement vous avez des revenus en dents de scie, ça ne va pas le rassurer. Donc la première chose, c'est vraiment de regarder si en termes d'historique, vous pouvez présenter un dossier qui va rassurer les banquiers. Sur la partie de l'apport, c'est effectivement moins simple d'emprunter sans apport quand on a un statut précaire parce que du coup, vous cumulez 2 zones de risque pour le banquier qui lui font dire qu'il y a un risque de défaut d'échéance de paiement. Donc là aussi, il faut regarder, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de banques qui accompagnent sans apport. C'est devenu vraiment un phénomène. On peut les citer ou pas alors? Non, on ne va pas les citer parce que selon les banques, alors tout simplement parce que selon les banques, ça va dépendre du profil et je ne voudrais pas être déceptive parce que du coup, certaines banques vont accepter de prendre certains
certains types de profils sans apport et pas d'autres. Plutôt du jeune, avec des profils évolutifs, donc des perspectives d'évolution de revenus. Donc ça va vraiment être variable entre les banques. Là, pour le coup… Et c'est important, Cécile, ce que vous dites, parce que la légende autour des sans apport, sans pouvoir payer les frais de notaire et tout ça, c'est impossible. Vous dites… Non, c'est pas impossible. Non, je vous confirme. Mais encore faut-il avoir quand même des revenus réguliers. Il faut montrer un peu patte blanche. Je vais vous donner une référence. En 2018, chez Empruntis, nous avons financé 15% de primo-accédants sans apport. Si on remonte il y a 4 ans, c'était seulement 7% de nos primo-accédants. Donc il y a vraiment une évolution de l'offre dédiée aux personnes qui n'ont pas d'apport. Donc ça se généralise. C'est pas encore totalement la situation idéale, c'est sûr. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des possibilités. Ce qu'il va falloir, c'est effectivement, au vu de votre situation, il va falloir montrer beaucoup de patte blanche. Il faut bien monter votre dossier et il va falloir montrer aux banquiers que même avec des revenus qui ne sont pas pérennes, vous gérez très bien vos comptes. Donc il va falloir faire très attention à la gestion de vos comptes. Et puis là aussi, prenez l'aide d'un professionnel qui va pouvoir détecter dans votre dossier tous les points qui vont rassurer le banquier et qui vont venir contrebalancer les quelques inconvénients comme la précarité dans l'emploi ou l'absence d'apport. Donc là, Stéphane, a priori, en tout cas, il peut y aller. Trouver des solutions. Des revenus comme ça réguliers, même en travaillant dans le cinéma et en ayant son ami qui était à Radio France, je crois, sans apport personnel, vous dites, on peut chercher des solutions, oui, il faut chercher en tout cas. Bon, très bien. Question suivante. Alors Thibaut, les taux d'emprunt sur 20 ans et 25 ans vont-ils rester très bas cette année ? Quelles sont les meilleures conditions pour un couple en CDI ? Nous habitons Grenoble et nous avons à nous deux 3 800 € mensuels. Alors, les taux, comme sur toutes les durées, devraient rester bas. Donc aujourd'hui, on se rappelle que sur 20 ans, on emprunte entre 1,25 et 1,60. Sur 25 ans, on va être entre 1,45 et 1,85. Ce sont toujours des fourchettes. Pour les meilleurs profils, alors non, là, c'est entre profils… Non, mais chez Empruntis, est-ce qu'il y a eu des records typiquement ? Alors, il y a toujours des records, mais ils sont toujours atypiques parce que pour le coup, c'est toujours pareil. Pour ne pas vous décevoir, pas d'effet d'annonce. Le but, c'est pas de vous faire espérer des taux incroyables. Mais oui, sur 20 ans, aujourd'hui, on arrive à avoir des dossiers à 1%, voire même un petit peu en dessous. Il faut savoir que pour avoir ces conditions-là, il faut avoir des revenus conséquents. En fonction des banques et de l'endroit où vous habitez, ça sera différent. En Ile-de-France, les banques ont des attentes un peu plus fortes qu'en province, par exemple. Donc tout ça va rentrer en ligne de compte. Mais oui, il est possible de faire aujourd'hui de très belles opérations en matière de crédit immobilier et de payer vraiment très peu cher son crédit. Mais effectivement, ça dépend des revenus, ça dépend de l'apport, ça dépend de votre profil, donc de beaucoup de choses qu'on va étudier avec vous. Parenthèse fermée, mais c'était important quand même de le souligner. Vous avez raison, Olivier. Thibaut, alors, pour répondre à Thibaut. Donc, Thibaut, aujourd'hui, avec les niveaux de revenus que vous avez, effectivement, vous allez pouvoir être en dessous des taux moyens de marché, donc sur 20 ans, en dessous de 1,60 et en dessous de 1,85 sur 25 ans. Les taux devraient rester à peu près au même niveau jusqu'à la fin de l'année, donc pas besoin de vous inquiéter sur la partie taux. Maintenant, ce qui compte, c'est de simuler votre capacité d'achat pour voir en quoi un 20 ans ou un 25 ans va vous accompagner dans votre projet, parce que ce que j'entends, c'est que vous hésitez entre les deux durées. Donc là, il va falloir regarder quelle est la capacité d'emprunt que vous avez sur 20 ans ou sur 25 ans. Et si vous avez des marges de manœuvre, il ne faut pas se priver d'un 25 ans si ça vous permet de réaliser d'autres projets ou de garder de la capacité d'endettement, puisque les taux sont très bas. Et donc, ça vaut le coup de rallonger un peu la durée pour gagner du pouvoir d'achat. Voilà, en tout cas, d'excellents conseils. Merci Cécile. Voilà pour la réponse à apporter à Stéphane. Question de Jérôme. J'entends des choses contradictoires à propos de la délégation d'assurance. Cela veut-il le coût et combien d'économies espérées sur la délégation d'assurance? On rappelle quand même le principe. Donc, on parle d'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, c'est la seule garantie pour l'emprunteur pour son financement. Il faut savoir que ça sera votre seule couverture si vous arrive un petit pépin ou un gros pépin. Ça peut tous nous arriver, donc il va falloir faire extrêmement attention. La délégation, c'est quoi? C'est le principe de pouvoir changer d'assurance emprunteur pendant la durée de vie du contrat. Donc, vous avez 3 moments pour le faire, pour choisir votre assurance emprunteur: à la souscription du crédit immobilier, pendant les 12 mois qui vont suivre la signature de l'offre de crédit, puis à chaque date anniversaire. Donc vous pouvez vous poser la question à 3 moments différents de la vie de votre offre de prêt. Le meilleur conseil à vous donner, c'est de tout comparer. Comme pour le crédit immobilier, ça serait dommage de partir tout de suite sur la première solution qu'on vous propose. Il faut faire le point sur ce que vous propose la banque, l'assurance de la banque, et ce que vous pouvez trouver en assurance individuelle. Il y a des cas où ça vaut extrêmement le coup. Vous allez avoir une assurance qui va vous coûter 3 à 4 fois moins cher. Et il y a des comparateurs d'assurance et tout ça qui existent alors régulièrement. Le courtier va également faire ce job-là, de vous faire à la fois le sujet du crédit immobilier et de l'assurance emprunteur. Donc il va pouvoir vous faire une mise en concurrence des contrats et vous accompagner sur le choix
choix du meilleur contrat au meilleur prix. La délégation, il y a des cas où on n'est pas gagnant. Je vais prendre un cas un peu particulier, mais par exemple, vous faites une renégociation de crédit. Vous avez eu des pépins de santé entre le moment où vous avez fait votre crédit immobilier d'origine et le moment où vous voulez faire le rachat. Peut-être que ça ne vaudra pas le coup, peut-être même que ça va vous empêcher de faire votre achat de crédit. Vous êtes un senior, vous avez eu des pépins de santé, pareil, peut-être que la délégation ne vaudra pas le coup. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut regarder, c'est pour chaque situation, quels sont les contrats disponibles, quels sont les tarifs et les garanties. Donc tentez le coup et puis vous verrez bien si ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout d'une délégation. Ça ne vous engage à rien de faire un devis. Oui, donc il faut tenter. Et ça représente quel pourcentage justement sur un prêt immobilier, cette notion d'assurance emprunteur par rapport au taux, qu'on ait bien ça en tête, Cécile? Alors c'est extrêmement variable. Il faut savoir que l'assurance emprunteur, le taux est fixé en fonction de votre profil, de votre âge et de votre problématique de santé et du type de financement que vous faites et de sa durée. On va partir aux deux extrêmes. On va pouvoir avoir du taux à 0,1% en assurance. D'accord, 0,1. Pour des plus jeunes sans risque sur des petits achats. Et puis on va pouvoir monter sur des seniors avec des problématiques de santé sur des taux qui vont être supérieurs à 1%. Peut-être même parfois plus cher que le crédit. Donc la difficulté, ça va être de donner une proportion. On va dire qu'en gros, l'assurance, elle va pouvoir représenter entre 10% et 40% du coût global du financement. C'est énorme. Et donc, absolument. Donc en tout cas, on a le choix. Oui. N'hésitez pas à comparer. Voilà, évidemment, dans le cadre d'un projet immobilier, c'est quelque chose de très important. C'est vrai qu'il y a qui est monté en puissance, en tout cas depuis un an. On en parle énormément, on en parle beaucoup, et vraiment sur l'assurance emprunteur et cette délégation. Donc oui, on peut faire des économies. N'hésitez pas à comparer. Luc, qu'est-ce qu'il nous dit, Luc? Luc nous dit, on entend dire que le PTZ, donc le prêt à taux zéro, va s'arrêter et qu'il est moins intéressant pour acheter une maison qu'un appartement. Est-ce que c'est vrai? Alors, commençons par le PTZ va s'arrêter. Aujourd'hui, il est prorogé jusqu'en 2020. Il sera plus réduit en 2020 que cette année, puisque en fait, il va être supprimé dans le neuf, dans les zones détendues, et dans l'ancien, dans les zones tendues. Donc, du coup, on a un PTZ qui est recentré et qui bénéficie à moins de personnes, mais qui reste un très, très beau levier. Est-ce qu'il y a une différence entre un PTZ dans un appartement ou dans une maison? Non, il n'y en a pas, puisqu'en fait, ce qui va définir le montant de votre prêt à taux zéro, c'est est-ce que vous y avez droit, vos revenus, le lieu où vous achetez et le type de bien ancien ou neuf. Et ensuite, à combien vous avez droit de prêt à taux zéro. Et là, ça dépend de la composition du foyer, des ressources et du type de financement que vous faites. Donc, ne vous privez surtout pas de regarder quel PTZ vous pouvez avoir et en quoi il peut vous aider à monter votre projet. Parce que pour le coup, on a des clients qui partaient sur de l'ancien et qui finalement, avec le prêt à taux zéro, ont décidé d'acheter dans du neuf parce que ça leur permettait de gagner quelques mètres carrés. Ça peut donc beaucoup jouer. C'est pas du tout la même démarche, effectivement, d'acheter dans le neuf ou dans l'ancien. Rien à voir. Mais quand on n'est pas fixé sur un type de bien, c'est important de prendre le PTZ en considération, le prêt à taux zéro, puisqu'il faut rappeler que le prêt à taux zéro, c'est donc un prêt réglementé, sans intérêt. De l'État. De l'État, tout à fait, qui est distribué par les partenaires bancaires qui ont signé une convention avec l'État. Donc c'est un petit coup de pouce qui peut être très significatif, puisque par exemple en Ile-de-France, sur un foyer avec 2 adultes et 2 enfants, on peut monter jusqu'à 100 000 € de prêt à taux zéro. Donc c'est vraiment un beau coup de pouce. N'hésitez pas à regarder si vous êtes éligible et comment il pourrait vous aider et vous accompagner dans votre achat. Très bien, effectivement, ce prêt à taux zéro qui a boosté aussi là-dessus le marché du neuf. On a les investisseurs avec le Pinel, on a le prêt à taux zéro pour les primo-excédents. C'est la possibilité d'emprunter jusqu'à 40% de la somme du bien immobilier, en tout cas dans les zones A, A1 et B. En fait, ce sont surtout les grandes villes. C'est moins intéressant, c'est vrai, c'est devenu moins intéressant dans les zones B2 et C, en périphérie et dans les zones rurales à la campagne, ce qui d'ailleurs pose des problèmes aux constructeurs de maisons individuelles, puisqu'ils ont vu cette année notamment s'effondrer les prêts à taux zéro et la distribution et la production de maisons. Ils ont perdu près de 40 à 45% de clients qui ne pouvaient pas justement, qui étaient des ménages modestes, qui avaient besoin de ce prêt à taux zéro pour accéder à la propriété. Donc voilà, ils demandent d'ailleurs que ce soit prolongé en 2020 et 2021. Bon, ça c'est à suivre, après c'est une décision gouvernementale, puisque le prêt à taux zéro c'est un prêt de l'État, mais c'est un véritable booster, donc en tout cas n'hésitez pas évidemment à vous renseigner si vous y avez droit en fonction de la zone géographique dans laquelle vous vous situez. Très bien, question de Patrice. J'ai 41 ans, j'habite Nevers, j'ai un projet de déménagement dans le sud de la France.
Est-ce que la banque a le droit de m'obliger à domicilier mes revenus? Est-ce que la banque a le droit? C'est une très très bonne question. La banque a le droit de vous demander la domiciliation de revenus, mais pour ça, elle doit vous consentir un avantage tarifaire, soit sur le taux, soit sur les frais. Et ça doit être précisé dans votre offre de prêt. C'est la réglementation qui l'impose depuis l'année dernière, 1er janvier 2018. La banque ne peut pas exiger la domiciliation sans contrepartie. Donc si la banque que vous avez consultée vous demande la domiciliation, demandez-lui de formaliser l'avantage qu'elle va vous consentir, idéalement un effort sur le taux, parce que c'est là qu'on va gagner le plus. Et effectivement, si vous signez cette offre de prêt, vous serez engagé sur une domiciliation pour 10 ans. Et si jamais vous enlevez votre domiciliation pendant ces 10 ans, la banque pourra revoir le taux et vous enlever l'avantage. Donc, là, oui, donc tout ça c'est bon à savoir. Non, mais c'est très bien de le préciser, Cécile. Bravo. C'est la règle, donc du coup, elle doit se plier à la règle. Si ce n'était pas le cas, pour le coup, je vous invite à prendre une autre banque. Il vaut mieux une relation qui commence dans la transparence et dans la confiance. Et puis, si vous avez prévu de toute façon de déménager, il faut peut-être aussi choisir une banque qui vous permettra de transférer vos comptes dans une autre région sans encombre. Et comme ça, vous êtes gagnant sur tous les tableaux. Voilà pour donc notre ami Patrice qui habite Nevers et qui veut donc déménager dans le sud de la France. Question de Lucie Marie. Dans quelle limite est-il possible de renégocier son crédit pour gagner de l'argent? Nous avons souscrit un emprunt en 2012 à 2,45% sur 20 ans. Il nous reste 145 000 € de crédit. 2,45, on est sur 20 ans en 2012. Oui, on était dans des bons taux à l'époque. Oui, carrément. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Alors, on va peut-être se redonner les quelques critères qu'il faut regarder pour savoir si on peut faire une renégociation de crédit ou un rachat de crédit, puisque vous avez deux solutions. C'est renégocier votre crédit actuel avec la banque qui vous l'a délivré, en lui demandant de faire un effort sur le taux au vu des taux actuels. Bien entendu. Première étape. Et puis la deuxième étape, si elle ne souhaite pas vous faire une proposition ou si vous la trouvez trop élevé, vous pouvez faire le tour des banques pour voir si un autre établissement serait prêt à vous racheter votre crédit. Et pour savoir s'il y a un intérêt à faire un rachat, il y a 3 critères à regarder. C'est la durée qui reste à rembourser. Il faut être idéalement dans le premier tiers de la durée de remboursement pour avoir encore un maximum d'intérêt à payer. Et ce que j'entends dans l'exemple, c'est qu'on est juste après. Et on est en 2012, on est en 2019, ça fait donc 7 ans sur 20 ans, donc on est juste rentré dans le deuxième tiers. Donc là, c'est un bon premier point. Ensuite, il faut qu'il y ait un écart de taux suffisant pour absorber les éventuels frais et gagner de l'argent sur votre crédit. On parle en général… 1%. Voilà, 0,70 à 1%. 0,70. Oui, en fonction du montant. Là, on est quand même sur un bon montant de capital restant dû. Donc cet écart, aujourd'hui, on l'a même largement. Et puis ensuite, il va falloir regarder le montant qui vous reste à rembourser. On parle en général de 70 000 €. Et là, on est à 145 000. Donc oui, vous avez tout intérêt à regarder tout de suite ce que vous pouvez faire votre crédit parce qu'il y a des sous à gagner. Alors combien? Il faudrait faire le calcul des intérêts déjà payés et de la solution qu'on pourrait vous trouver aujourd'hui sur le marché. Mais aujourd'hui, on fait très facilement de 15 à 30 000 € d'économie sur un crédit immobilier quand on est sur des montants aussi importants avec autant d'écart de taux. Donc oui, foncez, allez-y. Allez-y donc. Question de Florica. Comment trouver une assurance pour notre crédit au cas où celle de notre banque nous refuse pour des risques de santé? Ou y aura-t-il une surtaxe trop importante pour que l'on se permette de l'accepter? Alors c'est effectivement un sujet sensible, on en parlait tout à l'heure de l'assurance emprunteur, comme c'est la seule protection et qu'aujourd'hui il faut être très clair, dans 99% des cas, la banque va exiger une assurance emprunteur, ça peut être l'élément qui vous contraint et qui vous empêche de faire avancer votre projet. Vous avez plusieurs solutions. La première, c'est effectivement de regarder la solution de la banque, puis de faire appel à des assureurs en fonction de votre risque de santé. Certains sont spécialisés, vont pouvoir vous accompagner ou ont des assurances spécifiques pour couvrir ce risque-là. Mais là, en fonction des risques aussi ou des maladies ou pas, que ce soit fumeur ou des choses, Alors fumeur, tout le monde couvre. Pour le coup, il n'y aura pas de souci, vous trouverez, vous payerez plus cher, ça c'est clair, mais vous allez trouver. Mais quand on est sur des maladies un peu spécifiques, ça vaut le coup aussi d'aller chercher des assureurs qui ont une connaissance de la maladie parce que du coup, ils vont moins surtarifer le risque parce qu'ils le maîtrisent. Et puis, vous allez avoir une autre solution, elle ne se fera pas avec des banques classiques, mais vous allez pouvoir faire du crédit immobilier sans assurance emprunteur. C'est des solutions qui sont arrivées sur le marché il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, d'établissements qui acceptent de prendre le risque de financer sans assurance, mais en contrepartie, ils vont prendre une garantie sur le bien, c'est du crédit hypothécaire. Voilà. Mais là, pour le coup, ça va vous permettre, si vous avez une problématique d'assurance ou si l'assurance est trop chère et que c'est vraiment un problème dans votre budget, de monter un plan de financement sans assurance emprunteur, en tout cas pour vous. Très bien, très clair, toujours Cécile. Question suivante, alors c'est Evocam. Y a-t-il un moment particulier pour faire appel à un courtier? Faut-il avertir son banquier dès le départ de notre projet immobilier pour lui mettre la pression?
Est-ce qu'il faut qu'il ait peur? Il faut en tout cas qu'ils sachent qu'il y a de la concurrence. Alors, ils en ont tous conscience, rassurez-vous. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de commencer par consulter votre banque. Ça va vous donner une première idée de ce qu'elle est capable de faire. Et puis, au moins, si vous en êtes satisfait, vous aurez les cartes en main. Si, évidemment, vous n'êtes pas satisfait de votre banque, évitez ce premier rendez-vous qui va vous prendre 1 heure pour rien. Et puis, ensuite, effectivement, de faire le tour des banques. Alors, le courtier va faire le tour des banques, mais... Juste, Cécile, est-ce qu'il faut le prévenir ou pas, le banquier? Lui vous dire pouvez tout de suite, ça ne me paraît pas bien, je vais appeler un courtier. Alors, que ça me paraisse bien ou pas bien, ou ne pas lui dire et mener l'enquête de son côté. Qu'est-ce qui est mieux? Autant jouer la transparence. Les banquiers ont l'habitude d'être mis en concurrence. Quand vous ne passez pas par un courtier, vous le faites naturellement par vous-même. Alors, il faut avoir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et savoir négocier avec le banquier ce que c'est faire le courtier. Mais vous pouvez tout à fait faire le tour des banques seul si vous le souhaitez. Non, jouez la transparence. Annoncez au banquier que vous allez faire le tour des solutions qui existent sur le marché. Au moins comme ça, il vous fera une proposition suffisamment intéressante pour que vous la gardiez en main. Ensuite, le courtier va faire ce job-là pour vous, donc de faire le tour des banques. Et pour savoir quel est le bon moment pour consulter le courtier, je vous dirais que c'est le tout début de votre projet. Le courtier va vous aider à estimer votre capacité d'achat. Il va le faire très finement puisqu'il va le faire avec toutes les banques dans son giron. Et du coup, il va vous donner une vraie vision de votre capacité. On parlait tout à l'heure d'emprunter sans apport. Il y a des banques qui refusent les emprunts sans apport. Si votre banque vous le refuse, vous allez peut-être penser que vous ne pouvez pas amener à bien votre projet alors que ce n'est pas vrai, c'est lié à la banque. Mais est-ce que le banquier doit quand même s'aligner sur ce que proposent la plupart des courtiers ou pas pour justement garder? Ça dépend. Ça dépend vraiment de la philosophie de la banque et aussi de l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Est-ce qu'il est dans ses objectifs de crédit immobilier? Est-ce qu'il a besoin de vous gagner? Est-ce que vous faites partie de ses objectifs? Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Mais vraiment, pensez à prendre le courtier au démarrage de votre projet dès que vous vous lancez dans la réflexion parce que du coup, il va vraiment affiner votre capacité d'achat en fonction des taux. Il va vraiment vous dire quel est votre pouvoir d'achat. Ça va vous permettre de visiter des biens sans vous poser de questions. Vous savez combien vous pouvez acheter. Et en plus, vous allez rassurer les vendeurs potentiels parce que du coup, vous pouvez leur dire que votre capacité d'achat elle a été vérifiée par un courtier et que du coup vous savez que votre dossier passe. Et ça pour le vendeur c'est aussi une sécurité entre deux acheteurs dont un qui n'a pas de capacité d'achat, c'est vous qui l'emportez. Donc le plus tôt possible. L'étude est gratuite, donc ça ne mange pas de pain, il faut en profiter. Très convaincante en tout cas Cécile. Donc faites appel à un courtier évidemment, il n'y a aucun risque, au contraire on peut gagner, on peut gagner de l'argent évidemment. Et rien d'engageant surtout. Verdier. Que conseillez-vous pour des prêts seniors? J'ai 69 ans et avec ma femme de 61 ans, moi à la retraite et elle encore active, nous souhaitons acheter un appartement à Biot. Y a-t-il une limite d'âge pour les prêts Biot seniors? est un très bon choix. Alors, d'Antibes, l'arrière-pays. Oui. Il n'y a pas de limite d'âge fondamentale dans le crédit immobilier. Il n'y a pas de discrimination avec l'âge pour accéder au financement. Ce qui pose problème en général quand on avance dans l'âge, c'est la durée de financement et l'assurance emprunteur, puisque les banques vont vous demander de réduire votre durée de financement pour réduire le risque lié à l'âge. Et là, il faut un apport personnel, là, quand même. Alors, c'est préférable, clairement. Clairement, plus on avance dans l'âge, plus le banquier a une incompréhension vis-à-vis de profils qui n'ont pas réussi à mettre d'épargne de côté. Ça lève beaucoup de questions dans son esprit. Donc, effectivement, avoir au moins l'apport des frais sera un bon point. Les frais de notaire, pour le coup, après, donc, vous n'avez pas de limite d'âge. Pour autant, c'est vrai que les solutions, du coup, elles sont un peu plus limitées. Et sur l'assurance emprunteur, ça peut coincer. Pour madame qui est encore en activité, il va falloir penser à faire des simulations de retraite pour aller voir le banquier, pour lui donner de la perspective sur les revenus post-départ à la retraite, puisque j'imagine pas que vous fassiez le crédit sur 5 ans. Vous allez peut-être vouloir un peu plus long. Donc, il va falloir lui donner de la perspective sur l'évolution de vos revenus à venir. Et puis, aujourd'hui, on a des solutions de financement spécialisées pour les seniors. On va pouvoir faire des montages avec des prêts multilignes pour pouvoir absorber un maximum de la charge d'emprunt au début du financement et un peu moins avec l'avancée dans l'âge. On va pouvoir faire des paliers pour moduler les échéances. Et puis aussi, on a des solutions maintenant de financement qui vont très loin, puisqu'on va pouvoir financer jusqu'à 90 ans, âge de fin de prêt. 90 ans. On vieillit tous et on a tous envie de faire des projets, quel que soit l'âge. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment une évolution de l'offre de financement qui vise à accompagner les seniors qui sont souvent très bien vus par les partenaires bancaires, puisque en général, vus comme plus sages, plus en maîtrise de leur budget, avec moins de dépenses, parce que du coup, vous n'avez plus les enfants. Il y a plein de choses qui sont sorties des charges du ménage. Donc vous êtes un profil qui intéresse les partenaires bancaires. Il faut regarder quelle est la meilleure solution pour vous et au meilleur taux qu'on puisse obtenir. Donc, allez-y. Donc, il n'y a pas de limite d'âge, il faut y aller. Alors, on va prendre les 2 dernières questions. Question de Loïc. Quels sont les taux sur les prêts relais et comment ça marche ?
Alors, le pré-relais, on va peut-être se rappeler ce que c'est. C'est en gros un énorme découvert que la banque va vous faire quand vous êtes entre deux opérations immobilières. J'ai déjà ma résidence principale, je veux en changer pour plus grand, mieux placé. Je vais la mettre en vente, mais j'ai déjà eu mon coup de cœur et je veux déjà acheter. Il va me falloir donc un financement transitoire qui va me permettre de vendre mon bien tout en ayant déjà acheté le nouveau. C'est donc un découvert qui va durer de 12 à 24 mois, que vous allez pouvoir éventuellement renouveler une fois. Mais vous l'entendez bien, c'est donc un financement provisoire. Donc un conseil important tout de suite si vous vous projetez dans un dispositif qu'on appelle achat-revente, c'est de bien estimer la valeur de votre bien parce que ça va être un élément très important sur le remboursement du pré-relais et c'est souvent là que le bas blesse, c'est qu'on se retrouve avec un bien qui ne se vend pas au bout de 6 mois, 8 mois, 12 mois et là on commence à s'inquiéter parce qu'on cumule les charges de remboursement. Ouais, bien sûr. Donc les taux de pré-relais ils sont extrêmement variables en fonction des établissements et en fonction des profils. On va trouver en moyenne du 1% jusqu'à du 2%. Oui, donc c'est très large, c'est de 1 à 2. C'est extrêmement large. D'accord. Ça va dépendre du montage que vous allez faire. Est-ce que vous avez besoin d'un prêt complémentaire ou pas? Ça va être un moyen de négocier le taux du prêt relais. L'important, c'est vraiment de trouver la solution la plus sécurisée au niveau du prix du bien pour assurer un financement pérenne et que vous ne vous retrouviez pas au bout de 12 ou 24 mois avec une situation compliquée à gérer. Ben non, il vaut mieux éviter. Hein. Oui. Bon. Dernière question, alors c'est Gwenaëlle. Comment calculer le ratio taux de crédit et prix du logement? Taux de crédit, prix du logement. Alors, si on parle de pouvoir d'achat, oui, ça doit être, à mon avis, c'est plus dans ce sens-là. C'est oui, ce prix-là. oui, c'est le pouvoir d'achat immobilier, oui. Votre pouvoir d'achat immobilier, il est vraiment lié au taux, vous avez raison, mais avant tout à vos revenus. Parce que la règle de principe de base pour les partenaires bancaires, c'est ce fameux taux de 33% d'endettement. Ça veut dire que votre charge de crédit ne doit pas excéder 33% de vos revenus mensuels liés à votre activité professionnelle. C'est un peu le seuil à partir duquel ça devient compliqué d'emprunter. Et ça va vous permettre de définir le montant que vous allez pouvoir emprunter. Votre échéance, plus le taux, ça donne la capacité d'emprunt. Et donc ensuite, en fonction du secteur que vous voulez acheter, effectivement, dans cette enveloppe d'emprunt, vous allez devoir rentrer le prix du bien que vous souhaitez acheter et tous les frais annexes si vous n'avez pas d'apport. Donc les fameux mal nommés frais de notaire qui sont les droits de mutation à titre onéreux. Oui, à chaque fois qu'on a les notaires, ils sont furieux qu'on parle de frais de notaire. Et ils ont raison. Ils ont raison, voilà. C'est les droits de mutation à titre onéreux, de la fiscalité et aussi la tarification des notaires, les frais de garantie, donc organisme de caution, hypothèque, il y a différentes possibilités en fonction des banques et les frais de banque évidemment pour votre dossier. Et tout ça va définir votre pouvoir d'achat. Et à la pendule de Figaro Immo, il est 13h31. Merci beaucoup, c'est passé très vite comme toujours, oui. Cécile. En tout cas, vous reviendrez, c'était un vrai plaisir de vous avoir. Merci Olivier. Vous reviendrez ici pour parler de taux de crédit. Merci beaucoup Cécile Roclor, porte-parole d'Empruntis. Et nous, alors on fait une petite pause là pendant les congés et on se retrouve très bientôt début mars pour continuer comme ça à vous donner de bons conseils pour acheter, pour louer, pour investir. On parlera bientôt aussi copropriété, on parlera investissement, on parlera aussi de neuf, on reviendra sur l'international. Voilà, en tout cas, à très bientôt. Merci encore. Bientôt, merci. À bientôt pour une prochaine édition des Clés de l'Immo.